Bonsoir à tous. Nouvelle édition spéciale sur TV Vendée consacrée à la tempête, comme nous le ferons jusqu'à demain soir. Nous allons consacrer à nouveau une heure d'émission à ce drame qui a frappé la Vendée. Ce sont évidemment désormais les conséquences qui font beaucoup parler. Et ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement aux conséquences touristiques dans ce département. L'image de la Vendée a-t-elle souffert auprès des futurs vacanciers? Comment les établissements ont-ils été touchés dans les deux communes les plus sinistrées? Faut-il s'inquiéter pour la saison à venir, sachant que le tourisme représente le plus gros poids économique dans ce département, par ailleurs l'un des tout premiers français en termes de fréquentation. Joël Sarlot, le président du comité départemental du tourisme, et Franck Chadeau, le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, seront sur ce plateau tout à l'heure dans la deuxième partie. Nous vous en parlions hier soir, l'hôtel du commerce à l'Aiguillon qui menaçait de s'écrouler a été totalement détruit sur décision du maire de la commune, vous voyez sur ces images. Edwige Richard a rencontré le propriétaire de l'établissement ainsi que le préfet de la Vendée qui s'est engagé à le soutenir. Nous l'entendrons tout à l'heure. Et puis Aïda Valséanou a rencontré un couple de Sartois qui vit avec ses enfants dans un bateau amarré à Port-Olona en attendant de partir dans quelques semaines pour un tour du monde. Ils lui ont raconté la nuit de tempête, nous les écouterons tout à l'heure. Notre premier invité d'abord, c'est François Rouillère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse de Saint-Michel-l'Abbaye, dont font partie l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute. Vous avez été dès les premières heures aux côtés des rescapés, et puis aussi évidemment aux côtés des familles des victimes. On a beaucoup parlé de vous ces derniers temps. Oui. Monseigneur Castet encore sur ce plateau la semaine dernière. Est-il vrai que pour vous, cette nuit, elle a commencé par un appel d'une paroissienne? Oui. En fait, ça a commencé par un réveil à 2h30 du matin où j'ai entendu la fenêtre de la chambre du presbytère, enfin où je suis, qui a explosé. Donc j'ai essayé de remettre cette fenêtre un peu en place. En pleine nuit, en plein vent, j'étais chercher une échelle au fond du jardin. J'ai bloqué cette fenêtre. Et puis sur le coup de 3 heures, un appel. Et allô, c'est Marie-France. Vous dormez pas? Mais non, vous non plus. Il faut que je vous dise, je pourrais pas être présent à la messe pour les jeunes. C'est la première chose qu'elle vous a dit. Voilà, je pourrais pas être présent parce que j'ai plein d'eau dans la maison. Alors, je commence à la faire parler et elle se met à pleurer en me disant mais j'ai peur. Il y a l'eau qui monte. Ils sont montés jusqu'à 1m60 chez elle. Hein. Elle habite à l'Aiguillon. Alors j'ai dit écoutez, vous inquiétez pas, Marie-France, vous mettez à l'abri. Il y a son mari qui disait c'est notre heure. Enfin, on était vraiment dans des trucs. Bon. Ah oui. Et je l'ai calmé. Et puis finalement. Plus tard, ensuite, vers 7h, le sacristain qui était à la faute m'a dit que toutes les routes étaient complètement prises, bouclées, plein d'eau. Donc, il a fallu annuler toutes les messes. Et à la messe à Saint-Michel à 11h, j'ai demandé aux paroissiens de se démener. Donc, de manger vite et puis d'aller aider les gens après. Et alors, nous sommes rendus chez Marie-France avec une quinzaine de jeunes, des parents, tout ça, avec café chaud, etc. Voilà. Et tout s'est bien terminé pour ce couple-là. Oui, c'est ça. Après, j'ai pu visiter. Mais c'est vrai que pendant les 2 jours, on s'est rendu compte de l'importance de cette visitation, d'aller visiter les gens, qui voyaient arriver des gens normaux, les visiter, et surtout qui étaient loin de tous les touristes qui sont arrivés dès le dimanche, à les photographier, à se faire photographier devant eux, etc. Ouais. Enfin, c'était abominable. Ah oui. Alors que nous, on venait pour les aider, pour les soutenir, avec café chaud, chocolat, etc. Ils n'avaient plus rien de chaud. Et surtout, on prêtait nos différents portables. Il fallait surtout prêter aussi les véhicules pour que les gens aillent rassurer leur famille, parce que tous les téléphones ont été bloqués pendant 3 jours. Quoi. Est-ce que des gens ont demandé rapidement votre présence ou à vous parler dans les premières heures? Oui, il y a eu. Alors, il y a eu tout de suite. De toute façon, avec l'évêque, on a vu ça tout de suite. Hein. Monseigneur Guemard aussi. Certains, oui. Certains avaient vraiment besoin. Le plus difficile, c'était dans le gymnase, en fait. Il y avait un tel afflux de détresse, les gens qui arrivaient... Donc, pour le rassemblement des victimes. Un tel afflux de détresse que, pour certaines personnes qui devenaient comme des véritables éponges, quoi, à prendre toute la détresse des gens, ça devenait très dur et ils avaient besoin de prendre un peu de recul. Je crois de donner du sens aussi à ce qui ne semblait plus en avoir du tout. Quoi. Puis la prière surtout aussi. La prière. C'est-à-dire qu'on a tout de suite monté, les paroissiens ont voulu ça tout de suite. Hein. On a monté les 3 jours qui ont suivi, tous les soirs à 18h, un temps de prière. Vous avez senti que votre rôle évoluait au fil des heures? Vous avez été prêtre, vous avez été conseiller, vous avez été confident. Le rôle, c'était, à mon avis, d'aider les gens à reconnaître leur souffrance.
Je pense qu'il y a à dire on arrive à un moment donné, quand on côtoie la souffrance des gens, enfin, je parle de la souffrance, hein, c'est-à-dire que l'aspect moral, hein, pas la douleur physique, hein, mais une souffrance physique dans le sens où elle nous renvoie à ce que l'on redoute le plus finalement, ce qui est la remise en cause de notre être, c'est notre propre mort. Et là, on peut la toucher de près. Hein, surtout quand on quand on écoute tous les récits des rescapés, c'est surprenant. Quand on accompagne les familles en deuil, là on touche de près cette souffrance. Et aider les gens à la reconnaître. C'est-à-dire, finalement, même avec les mères, à consentir à n'être que des hommes aujourd'hui. Mais des hommes solidaires, bien sûr, qui luttent contre le mal et la souffrance. Mais à consentir enfin à n'être que des hommes. Reconnaître cette souffrance, ça aide, en fait, à consentir. Parce que c'est un événement qui nous a remis à notre place. Bien sûr. Personne n'est préparé à un événement comme celui-là. Personne. Comment vous avez, j'allais dire, presque improvisé aussi en fonction de ce qui se déroulait, des détresses que vous entendiez. Vous en entendez évidemment souvent, mais de celle-là, jamais sans doute. On a accompagné. Avec l'évêque, je lui ai fait cette remarque. C'était un peu comme Don Camillo. Vous savez, il y a un épisode fameux où il y a justement une digue qui cède. Et tout le village est sous l'eau. Voilà. Faut relire. Il faut revoir Don Camillo. Oui. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que comment on accompagne un peuple aussi, une présence de Dieu, une présence de l'Église à tous. Hein. Mais après, on est comme tous. Hein. Je pense qu'on aide surtout. Je vous dis, il y avait surtout à voir où était la détresse et aller un peu plus loin. Elle était chez les familles des victimes principalement, cette détresse? Non, justement, parce que les gens ont du mal à l'évoquer, à la dire, mais elle était chez les victimes, bien sûr, oui, bien sûr. Hein. Une révolte aussi. Hein. Là, j'ai fait la dernière sépulture aujourd'hui. C'est une femme qui a vu son mari mourir devant elle et son petit-fils mourir devant elle. Elle s'est laissée aller au bout d'un moment et elle a été récupérée in extremis par son fils. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui... Vous connaissiez toutes les victimes? Non, pas toutes. Non, je les avais rencontrées, oui. Je ne connaissais pas toutes. Vous avez trouvé que les familles étaient dignes dans ces moments-là? Mais on est dans le silence, de toute façon. Hein. C'est-à-dire, c'est comment nous, on aide aussi à ce que ce silence soit pas vide de sens, mais soit plein d'une présence. Digne, oui, oui. Ouais. Dire, le souci, c'était justement quand... C'était un peu difficile avec les journalistes, justement, quand ils voulaient rentrer dans les temps de prière ou bien être présents au moment des sépultures. Là, j'ai eu peur pour certains journalistes que les familles ne les boxent. Hein. Oui. Il faut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient assis. Ça se comprend. Ça se comprend. J'étais surprise en allant à l'Aiguillon à la Faute par des familles de sinistrés qui m'ont raconté qu'en attendant le secours, ils ont prié, alors que ce n'étaient pas forcément des pratiquants, des gens. Vous avez eu des témoignages comme ça? Oui, pareil. Moi, on m'a dit, j'ai jamais récité autant de Vierge Marie, de vous c'est le Marie, Alors, j'ai dit oui, mais ils ont prié parce que c'est un petit peu comme en Haïti, quoi. Il arrive un moment où c'est-à-dire qu'on perd tout, enfin on perd pas la vie, hein, mais on perd tout ce qu'on a, on perd pas la vie, puis on perd pas la foi aussi, parce que je vous dis, ça nous remet face à une question fondamentale, quoi. Qu'est-ce qu'il y a après aussi? Quand on touche la mort de près, qu'est-ce qu'il y a aussi après? Et alors là, après, comment la foi donne du sens aussi? Alors, il y a un journaliste qui m'a dit, vous croyez encore en Dieu après ça? Bien sûr. Ça a été tout l'objet de l'homélie de Monseigneur Castel. Voilà. Mais je dis, mais oui, mais attendez, le Christ, il donne pas de réponse à la souffrance et à la mort du juste innocent. Hein. Il vient d'abord, il a passé sa vie publique à lutter contre la souffrance, contre le mal. Comment vous avez vécu l'hommage à Luçon? Vous connaissez les Briers, je crois? Oui, j'étais à côté de l'évêque. J'ai trouvé une messe, célébration remarquable à la fois dans l'espérance et le recueillement. Absolument remarquable, oui. Vous disiez tout à l'heure que vous avez célébré, c'était les dernières obsèques? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Oui. Du grand-père. Parce que le petit-fils, lui, les obsèques ont été célébrées à Angers. Par le père et la mère, Alors Alix Lano, c'était cet après-midi à l'Aiguillon-sur-Mer et à la Faute, toute cette journée, pour rencontrer les habitants et les interroger justement sur leur état moral du moment. Vous nous direz justement, mon père, si dans un instant cela correspond un peu à ce que vous ressentez aussi sur le terrain. Écoutez. C'est très dur. Moi, je suis arrivée à la Faute ce matin, déjà en voyant
tout ce que les gens ont mis dehors, je pleurais dans ma voiture, quoi. C'est très très dur. Bon, on s'attachait à des choses. Je pense qu'on va revoir la vie différemment maintenant et puis qu'on va attacher moins d'importance à des biens qui en fait sont superflus, quoi. Ici, il y a eu énormément de bénévolat, des gens tous les jours, il y a des gens qui passent, qui disent est-ce que vous avez besoin d'aide? Et ça, c'est rassurant. Aujourd'hui, on était réveillés à 5h du matin, alors que d'habitude, c'était plutôt minuit et demi, 1h, et puis après, on ne dormait plus de la nuit qu'en pointillé, quoi. Enfin, on somnolait. Je tiens le choc, ça va. J'espère que je vais continuer. Le fond de moi-même, j'ai perdu la fin de ma vie, j'ai perdu l'héritage pour mes enfants, parce que l'assureur ne veut pas du tout savoir pour réassurer une fois moi parti. Hein. Ça y est, on va repartir sur d'autres bases, mais on va repartir, quoi. Ce que je souhaite, c'est que ça n'arrive jamais plus, évidemment. Vous les trouvez comment, les habitants de l'Aiguillon et de la Faute en ce moment? Mais ils sont courageux, ils veulent se relever, c'est évident. En ce moment, ils sont tous autour de la maison de retraite. Les 72 personnes ont été réparties sur toute la Vendée. Donc on s'organise pour les visiter, entre autres ceux qui sont partis sur Challans. L'Aiguillon-Challans, ça fait loin pour les familles. Donc c'est plutôt le sort des maisons de retraite en ce moment qui marque toute notre attention. Les gens en ce moment, ils attendent le passage des experts. Ouais. Ça, c'est bon. Vous diriez que dans la commune, la vie reprend petit à petit, à peu près normalement son cours. Oui. Il y a un marché, je crois, qui va avoir lieu. Il y a un marché qui va avoir lieu là. Ça reprend. Là, on s'est retrouvé avec les pompes funèbres hier. Je sais qu'avec les maires, on va se retrouver un peu pour parler, pour discuter, et puis oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait du bien aux habitants en ce moment? Qu'est-ce qui peut leur faire du bien? J'ai une homélie un petit peu musclée dimanche dernier. Ils se la passent un petit peu, où je commence à leur dire qu'une épreuve comme celle qu'on a vécue est l'occasion, peut-être une des occasions uniques pour un pays, une population, de dénouer tous les nœuds de haine et de rancune qui peuvent se nouer dans une vie. Et l'occasion unique quand on a une telle détresse collective comme ça, tout ça ne vaut plus rien. Et donc, il faut éviter d'écouter les sirènes de la polémique, parce que on peut être entraîné dans une souffrance plus grave encore que celle que nous avons reçue. Elles vous choquent, les polémiques? Oui, ça me choque, parce que c'est bon. Ça me choque, parce que vraiment, ça peut entraîner une souffrance nettement plus grave après. On est vraiment sous le choc, il faut attendre un petit peu. Il y a des choses, chaque chose en son temps. Les gens se relèveront. Bon, après, il faut voir pour les maisons. Si elles pourront être reconstruites dans les lieux mêmes. Beaucoup sont les ardés. Les fondations pas très profondes. Bon, faut voir après. Mais là, faut reloger les gens, parce que là, il y a énormément de gens qu'il va falloir reloger pour 6 mois, 1 an. Donc c'est surtout ça maintenant. Là, c'est ça. Est-ce que maintenant que les secours s'en vont, que la presse s'en va, est-ce que les gens se sentent un peu abandonnés? Même si l'élan de solidarité, on le sent toujours un peu. Depuis que les secours partent, oui. Ouais. À la presse, un peu moins. Oui, ça j'imagine. Les secours partent, oui. Oui, parce que c'est vrai que, tout ce qui est secours catholique, et puis, voilà, les secours. Mais là, en ce moment, ils sont pas partis, il y a énormément de monde qui est là pour aider les gens, à déblayer. Mais il faut attendre que les experts passent. Une fois qu'ils sont passés, c'est bon, on peut déblayer. Vous diriez que la parole se libère, ou elle est libérée désormais? Oui. Puis on aide à ça. C'est mieux. Vous allez devoir être présent encore pendant de longues semaines, vous pensez? De longs mois même? Oui, de longues semaines au moins. Oui, de longues semaines. Après, on va voir. Mais comme je dis, on est déjà passé, comme je disais à un de mes confrères, notre carême est déjà passé depuis très longtemps, puisqu'on est passé directement au Vendredi Saint. Voilà. Maintenant, il va falloir pas qu'arrive vite. Je crois qu'on l'attend. Aïda? Non, je crois que vous aviez une question, pardon. Excusez-moi. Pardon. Le temps est passé très vite? Non. Justement, à la fin de la première journée, celle du lundi, j'avais l'impression d'avoir passé un mois de ma vie. Ah oui? Tellement c'était partout, ouais. Heureusement que on pouvait pas être partout, mais c'était ça. Sauf qu'elle a fini par la rencontre avec toutes les familles ensemble, pour organiser éventuellement une célébration collective, et les familles voulaient pas non, sauf 3. Donc ouais. Mais ça, à la fin, on était épuisés, quoi. Alors vous, le soutien, vous l'avez auprès de qui? Alors d'abord, j'ai un accompagnateur spirituel comme tout prêtre, mais surtout, là j'ai vraiment apprécié l'évêque et puis Monseigneur Gomard ont vraiment monté une petite équipe
Et sur le diocèse, beaucoup de prêtres sont venus, m'ont relayé. Pendant que moi j'étais sur le terrain à visiter les gens, montrer patte blanche, eh bien, ils étaient là pour accueillir aussi toutes les familles en deuil. Et ils m'ont soutenu pour les sépultures. J'ai pas fait toutes les sépultures. Ouais. Parce que là, on a vendredi, c'était 5 sépultures qui représentaient 8 personnes. Donc, Ouais. voilà. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd, Ouais, oui. Là, pour oui, une seule personne. c'est un peu inhumain aussi au bout d'un moment. Même nos Camillo n'avaient pas fait ça. Que vous restera-t-il, vous, de ces journées que vous avez passées au cœur de drame? Ça a été une journée. Des images, vous dépensez peut-être? Oui, que je porte dans la prière toujours, tous les jours, mais je pense que c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'homme a accepté enfin de n'être qu'un homme, mais un homme solidaire. Quelle que soit sa religion, et finalement, il a accepté d'être solidaire, et donc, ensemble, vraiment, il faut reconstruire une population, une commune. Est-ce que ça sous-entend que le fait de se dire « nous ne sommes que des hommes », c'est peut-être plus facile ? Est-ce que ça veut dire que pour accepter la situation, il faut déjà accepter d'être... Parce qu'à partir du moment... Oui, c'est Paul VI qui disait que quand il voyait le monde arriver, le monde nouveau arriver, il disait qu'on va passer d'une religion la religion de Dieu qui s'est fait homme à la religion de l'homme qui veut se faire Dieu. Et enfin, l'homme comprend qu'il n'est pas maître des éléments et de la vie. Et à partir du moment où l'homme reconnaît sa fragilité, il peut se tourner vers l'autre pour lui demander l'aide, et vers Dieu aussi, pour avoir plus d'espérance. Ça veut dire que c'est un mal pour un bien ? Non, bien sûr que non, c'est pas Dieu qui a demandé ça. Mais je pense que, parce que bon, même pour Dieu, la fin ne vaut pas les moyens, mais je pense pas, non. Mais c'est une leçon qu'on peut tirer, après, voilà. C'est la réalité qui s'impose à nous. Merci François Rouillard d'être venu sur ce plateau. Merci d'être venu jusque-là pour témoigner. On va marquer une pause. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux conséquences pour le tourisme dans le département avec la présence de Joël Sarlot, le président du comité départemental du tourisme, et de Franck Chadeau, le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Nous reviendrons aussi sur cet hôtel à l'Aiguillon. Vous l'avez vu sans doute, l'hôtel du commerce qui a été détruit. La destruction a commencé hier soir, elle s'est poursuivie aujourd'hui. Vous entendrez le propriétaire et puis le préfet qui s'est engagé à le soutenir dans les mois à venir. À tout de suite.